c'est une des applications de l'intelligence artificielle qui fait à peu près consensus, celle de son application dans la santé, parce que donc l'IA pourrait nous permettre de découvrir de nouvelles molécules qui seraient ensuite des traitements contre notamment le cancer. Elle pourrait aussi nous aider à faire de meilleurs diagnostics, à détecter des cancers que les radiologues ont peine à voir. Donc c'est les différentes promesses de l'intelligence artificielle. C'est une technologie aussi qui n'est pas sans risque. Il faut accompagner son déploiement. Et donc pour parler de ce sujet, j'ai avec moi Ella Gariani. Vous êtes déléguée au numérique en santé. C'est une délégation qui est rattachée au ministère de la Santé et vous avez notamment pour rôle de définir une stratégie numérique dans le domaine de la santé, mais aussi d'accompagner l'encadrement de nouveaux dispositifs, donc notamment des dispositifs qui peuvent intégrer l'intelligence artificielle. Lisa Tler, bonjour. Donc, vous êtes médecin et vous dirigez l'Agence de l'innovation en santé. Et donc c'est une organisation qui a été lancée pour le plan Innovation Santé 2030. Et donc vous accompagnez et soutenez aussi financièrement une centaine de projets par an, je crois, notamment des projets qui incluent des technologies d'intelligence artificielle. Et Laurence de Villers, bonjour. Vous êtes professeure en informatique appliquée aux sciences sociales à la Sorbonne et vous êtes notamment spécialiste des interactions entre l'homme et la machine. Vous dirigez une chaire à ce sujet au CNRS et vous êtes aussi autrice d'ouvrages sur ce sujet, notamment les robots émotionnels et les relations des humains avec ces robots. Peut-être qu'on peut commencer par vous d'ailleurs, Laurence de Villers, parce que voilà, vous militez un peu pour qu'on démystifie l'intelligence artificielle, pour qu'on arrête un petit peu de fantasmer. Notamment, vous dites qu'elle n'a pas d'affect, ni de conscience, ni d'avis politique. Et c'est peut-être important de le rappeler, surtout sur ce sujet. En revanche, je vous dis qu'elle permet de développer une acuité non humaine, et ce qui peut servir notamment en médecine. Peut-être voilà, revenir un petit peu sur ce concept-là, qu'on soit un peu tous au même niveau de ce que peut et ne pas faire l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour ce thème qui est fondamental. Je rejoins les propos du professeur Delfraissy d'ailleurs en disant qui pilote dans l'avion en ce moment sur l'IA. C'est un peu comme la santé. Je pense qu'on a des acteurs politiques qui n'ont absolument aucune compétence dans ces sujets et qui sont très entourés en fait par le monde américain. Donc leurs experts majeurs ne sont pas des chercheurs dans les sciences fondamentales en France ou en Europe. Ceci dit, il est important de démystifier ce qu'est l'IA, parce qu'on dit l'IA comme si c'était une chose qui existe en elle-même. En fait, c'est un ensemble de technologies, d'algorithmes, de bases de données. Enfin, c'est une discipline avant tout, l'intelligence artificielle. Elle est ni propre, puisqu'elle consomme de l'énergie, puisqu'on entend l'IA propre, etc. Elle n'est ni consciente, il n'y a aucune déontologie derrière, il n'y a aucune règle morale, ni affect, ni connaissance. Ce ne sont pas du tout ça. Ce sont exclusivement, en fait, des algorithmes qui font des statistiques. Et c'est en cela d'une performance incroyable. L'unité fondamentale, dans une IA générative qui va être utilisée pour beaucoup de sujets pour produire des informations, ou une IA prédictive pour détecter des cancers, comme vous venez de donner cet exemple. Ce sont des machines qui travaillent sur l'apprentissage à partir d'informations des unités extrêmement petites, qu'on ne voit pas. C'est pour ça que je parle de la machine qui a une acuité différente, non humaine. Dans une radio, par exemple, elle va pouvoir détecter des signaux faibles, des signaux que l'humain ne voit pas avec son œil, qui vont être des amalgames de pixels, par exemple, qui vont être répétés dans un grand nombre de données que l'humain non plus, pendant sa vie, ne pourrait pas voir. Et donc, c'est ça l'intérêt premier. C'est pas de considérer qu'elle va nous remplacer ou qu'elle a les mêmes capacités que nous, parce que c'est totalement faux, même si on le fait croire de temps en temps. C'est qu'elle a avant tout une acuité que nous n'avons pas. Maintenant, ça pose des soucis réels, c'est-à-dire, est-ce que je vais suivre les décisions de la machine ou est-ce que je vais suivre les décisions de l'humain? Et là, je trouve qu'il y a des prises de position en ce moment qui sont dangereuses. On entend des experts qui ne sont pas des experts dans le domaine, comme Laurent Alexandre, dire la machine toute seule est meilleure que l'humain. Donc, ça serait à défaut si l'humain se mêle de tout ça, voyez.
Et pour moi, en fait, l'idée, c'est comment on va apprendre de ce que c'est faire, comment on va augmenter nos capacités. Pour avoir rencontré un professeur qui travaillait sur ce sujet avec 30 ans de cohorte de radiographie de cancer du sein, eh bien, il disait, moi, ça m'apporte beaucoup, cette machine. Elle est capable d'anticiper des choses que je ne voyais pas et j'ai confiance dans certains clichés et je vérifie. Mais les jeunes qui arrivent, ils n'ont pas du tout ce background, ils ne sont pas capables de faire la différence entre les faux positifs et les autres, et ce qui engendre pour la société des dépenses énormes, c'est-à-dire qu'on va faire des biopsies en plus, donc il y aura un coût pour la sécurité sociale, il y a un coût pour la communauté, et puis on va stresser aussi des jeunes femmes en leur disant potentiellement il y a un danger, donc on voudrait fouiller plus. Donc nous avons besoin d'apprendre dans une transition intelligente à se servir de ces outils en les démystifiant, en les ramenant vraiment à des outils qui font des statistiques à des grandeurs qu'on n'avait jamais vues et qui produisent des choses qui ressemblent, quand on les regarde en génératif, qui ressemblent à ce que nous pouvons produire en tant qu'humains. Mais de façon philosophique, ça n'a rien à voir. La métaphysique de tout ça, il faut vraiment parler. Donc, j'entendais tout à l'heure que l'on manque de sciences humaines et sociales. Moi, je suis à la Sorbonne, avec des chercheurs en philosophie, en sociologie, en économie également à Harvard, en droit, etc. Et on va monter justement une entité qui va raisonner sur ces machines, non pas juste sur leur production, mais sur le lien entre la topologie interne des systèmes, ce qui est caché, et la façon dont on interagit avec ces systèmes et ce qu'on comprend. Et je pense que les politiques actuellement font une grave erreur de nous dire à tous, ayez confiance en nous, nous allons faire des IA qui sont souveraines, sans nous expliquer aucunement comment elles sont faites. Albert, peut-être pour Albert Einstein, vous avez peut-être entendu cela, qui sera un chatbot qui va travailler sur nos données administratives, c'est sans doute quelque chose d'intéressant, mais moi je ne veux pas qu'on me parle comme ça, j'aimerais qu'on parle à tout le monde à un niveau suffisant, en considérant l'intelligence des gens en face, c'est-à-dire en disant, voilà, il est fondé sur l'AMA 2 qui vient de Meta, dedans il y a des données en américain, mais j'ai contrôlé, et je sais que ça n'a pas une incidence, il a été ensuite optimisé, on s'appelle fine-tuning, avec des données en français peut-être par Mistral AI, très bien, et j'ai pu évaluer des choses, je veux faire confiance en connaissant, et c'est ça que la science peut apporter, c'est-à-dire quels sont les objets, qu'est-ce qu'il faut pouvoir rendre transparent dans cette affaire. Et ces systèmes qui sont black box, qui arrivent tout faits dans la santé, dans les mains de personnes qui ne sont pas expertes, sont un danger parce que on peut très bien les utiliser de façon non optimale ou elles peuvent avoir intrinsèquement dans des biais qu'on ne voit pas. On reviendra peut-être sur les biais et les risques parce que c'est évidemment un point important. Peut-être Ella Gariani, vous pourriez, parce que c'est un sujet finalement dont on parle depuis plusieurs années, l'utilisation de l'IA, enfin de différents outils d'IA, puisque c'est pas une technologie en soi, mais où on en est en fait dans le déploiement de ces différentes technologies. Et quels sont les domaines en fait où c'est déjà en route, c'est déjà utilisé par des praticiens et utilisé aussi par des patients. Comme le disait Madame De Villiers, c'est pas du tout nouveau et ce sont des algorithmes, on va dire, qui s'appuient sur de la statistique. Les éléments nouveaux qui sont arrivés ces dernières années, c'est cette capacité à cette statistique de s'améliorer en apprenant elle-même sur des jeux de données sur lesquels on l'alimente. Donc en fait, ça fait assez longtemps que dans le secteur de la santé, on utilise des systèmes qui se rapprochent, on va dire, de ces algorithmes apprenants, auto-apprenants ou pas. Et typiquement, les usages qu'on a vus se déployer, c'est effectivement dans la biologie ou dans la radiologie sur de la reconnaissance automatique d'images. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est que de fait, on a petit à petit déployé des infrastructures numériques dans les mains des soignants, que ce soit dans les laboratoires de biologie, les plateaux techniques de radiologie, à l'hôpital. Ces logiciels produisent énormément de données. Ces données, elles vont concerner le patient, la pratique, son parcours. Un être humain, du coup, en tant que soignant, peut être confronté à tout un tas d'informations dans la journée. Et on sait par ailleurs, ça fait partie des enjeux, je pense, qui sont adressés dans la journée aujourd'hui sur comment faire de la santé dans notre époque. Un des enjeux de la santé dans notre époque, c'est aussi les enjeux de tension sur le temps médical. Nécessairement, ces logiciels, le rapport de l'humain à la quantité d'informations qu'il a face à lui, est tentant pour tester des usages d'intelligence artificielle qui permettent de mettre en relief cette information pour que le soignant, face à sa pratique, voit
de ces données-là ce qu'il a à en retenir. Pas nécessairement le tout, ce qui d'ailleurs pose des questions sur peut-être que j'ai raté quelque chose et ce logiciel ayant lui-même fait le choix de me mettre ça en exergue, comment est-ce que moi, en tant que soignant, je développe un esprit critique sur ce que je n'ai peut-être pas vu ou comment est-ce que cette recommandation m'a été faite, on y reviendra peut-être. Et donc, les usages aujourd'hui qu'on voit se déployer, ces petits 1, je l'ai dit, dans la radiologie, la biologie, cette capacité à analyser automatiquement des flots d'informations pour permettre à des soignants de peut-être plus facilement avoir accès simplement aux informations nécessaires. Et on voit de plus en plus des usages vraiment qui ne sont pas révolutionnaires, c'est pas des trucs du futur de science-fiction. C'est par exemple, je suis dans une consultation médicale, j'ai un système qui va reconnaître la voix pendant la consultation et me générer un projet de compte rendu. Ce truc-là, ça permet d'avoir rapidement une synthèse des éléments qui ont été échangés. On faisait le test là, encore hier, exactement. On faisait le test encore hier avec une collègue qui exerce à Gustave Roussy, et en fait, la machine s'est souvenue d'informations qui ont eu lieu pendant la consultation, qui en fait n'étaient pas, elle, dans le compte rendu qu'elle avait écrit manuellement. Un des sujets qui est en lien avec ça, c'est que dans la pratique, généralement, ce travail d'aller produire ses comptes rendus, etc., c'est aussi un travail qu'on fait avec l'interne, avec la personne, le jeune qu'on va former. Et donc, nous, l'idée qu'on se fait maintenant, c'est de se dire comment est-ce que l'évolution de ces pratiques liées à l'adoption de ces logiciels qui vont faciliter, en fait, ou en tout cas modifier la manière dont je traite de l'information en tant qu'équipe soignante, comment est-ce qu'on en fait aussi un outil dans la formation des soignants. Donc, par exemple, on a revu majoritairement les formations initiales de toutes les professions de santé pour y intégrer un référentiel de formation qui inclut le numérique et l'intelligence artificielle, mais aussi les questions de hygiène en termes de cybersécurité, etc., pour se dire, c'est pas possible que les soignants qui arrivent demain dans le monde de la santé n'aient pas été sensibilisés aux enjeux aussi éthiques et déontologiques que pose l'usage de ces nouvelles technologies, notamment d'intelligence artificielle. Vous voulez réagir là-dessus ? Pour réagir, pourquoi est-ce que les hôpitaux se font hacker comme ça ? Il y a des problèmes de cybersécurité évidents sur les données de santé. Pourquoi le gouvernement ne prend pas les mesures de cela ? Très bien, on peut parler de ça. En gros, pourquoi les établissements se font hacker ? En gros, ça va faire à peu près, 20 ans qu'on a déployé massivement des logiciels à l'hôpital. Souvent par flot de programmes d'investissement tous les 5 ans où on met de l'argent sans avoir pensé le modèle de financement, entre guillemets, assurantiel de ces infrastructures numériques. Ça veut dire, je déploie des projets sur des projets, sur des projets, sur des projets, sur des infrastructures qui petit à petit, en fait, deviennent sensibles du fait de l'accumulation des projets informatiques qui se déploient à l'hôpital. Et donc là, concrètement, on est face à une situation où effectivement on a accumulé une dette technologique dans un environnement géopolitique international où l'état de la menace cyber est devenu croissante. Donc on a deux effets qui se croisent avec un sous-investissement chronique sur les infrastructures cyber à l'hôpital et de l'autre côté, un état de la menace qui augmente. C'est pour ça qu'on a lancé à la fin de l'année dernière un plan d'investissement qui a commencé là encore vendredi dernier. On a lancé des premiers financements. On a plus de 1200 établissements qui vont bénéficier dès le début de l'année là de financement pour justement renforcer ces piliers technologiques qui sont les infrastructures cyber à l'hôpital. Il faut un plan, une vision. Oui, c'est le cas. À long terme. C'est un sujet intéressant. Peut-être qu'aussi d'intégrer plus d'IA, ça augmente aussi quelque part le risque cyber si on utilise de plus en plus de données. Mais je voulais vous donner la parole, Lise Alter, sur le côté, puisque vous accompagnez des projets innovants, est-ce qu'il y en a, je crois que vous avez fait un tour de France dans le cadre de l'Agence de l'innovation, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont marqué, qui sont particulièrement nouveaux, notamment, est-ce que certains intègrent de l'IA générative, qui est la vague d'IA dont on parle beaucoup en ce moment ? Alors peut-être pour resituer la place et le contexte de l'agence innovation en santé, évidemment dans le domaine. Alors nous, ce qui nous intéresse, et je rejoins un petit peu ce qui a été dit depuis tout à l'heure, c'est pas tellement l'intelligence artificielle en soi, mais l'impact d'un projet innovant qui pourrait embarquer de l'intelligence artificielle. Et à ce titre-là, nous, on n'a pas une stratégie purement IA. En revanche, ce qui nous intéresse,
c'est d'envisager les projets innovants avec la problématique à laquelle y répondent. Et en l'occurrence, là vous avez tout à fait raison, c'est que finalement l'intelligence artificielle est un outil ancien avec de la programmation statistique. Ce qui change les choses, c'est évidemment la révolution numérique, le cloud, la capacité à avoir des quantités de données et à les traiter de façon extrêmement importante, et puis à nourrir des algorithmes, et c'est toute la qualité de la donnée aussi qui va être extrêmement importante. Donc France 2030, évidemment, finance des projets innovants avec des grandes stratégies d'accélération, et on voit bien que l'intelligence artificielle, j'allais dire, est un petit peu omniprésente, mais en même temps n'a pas un intérêt intrinsèque propre. En revanche, là où il peut avoir un intérêt important, je vois par exemple en matière de bioproduction sur l'efficience des bioprocédés. On voit que l'intelligence artificielle peut avoir un rôle extrêmement important. On l'a vu aussi pendant la crise Covid, pour donner un autre exemple en matière de pharmacovigilance, l'importance de ces outils pour détecter de façon précoce des signaux au niveau des données même populationnelles. On le voit aussi aujourd'hui en matière de ce qu'on appelle drug discovery ou drug design, la capacité à gagner du temps dans les développements, j'allais dire même précliniques, pour cibler des molécules qui ont peut-être plus de chances après d'aboutir à des traitements également ciblés et personnalisés. On le voit également dans la capacité évidemment à anticiper chacune des étapes du parcours de soins. Et je pense qu'en quoi c'est important aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'on est face à des difficultés dans l'organisation des soins, dans la capacité également à permettre un accès aux soignants, d'avoir une capacité à faire face aux maladies chroniques, au vieillissement de la population. Et donc c'est en ça que l'intelligence artificielle, non pas seule, mais au service des professionnels, au service d'un système de santé, et c'est là que je vous rejoins, il faut une vision stratégique très claire, et en particulier envisager cette transformation et ce levier de l'innovation et de l'intelligence artificielle pour y répondre, pour permettre d'avoir des diagnostics plus précoces. Je pense à des outils qui permettent notamment, sur la base d'analyses de biologie de routine, de dépister plutôt des insuffisances rénales ou des pathologies chroniques. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Mais également, tout au long du parcours, de mieux suivre le patient, et puis également de le traiter avec des traitements plus adaptés, plus personnalisés. On a vu là récemment des annonces avec l'Institut Curie qui développe des outils d'intelligence artificielle pour permettre de détecter la tumeur primitive dans des cancers d'origine indéterminée. Donc on voit bien que ça c'est à la fois extrêmement enthousiasmant, mais encore une fois, l'alerte et le point que je souhaite vraiment souligner, c'est que, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est plus l'impact des projets que réellement le fait qu'ils se basent sur de l'intelligence artificielle qui nous intéresse. Vous vouliez réagir là-dessus ? Oui, en fait, je pense que c'est fondamental d'avoir une recherche plus active, hein, et là aussi je rejoins ce que disait le professeur Delfraissy. On n'a pas suffisamment compris que l'outil, c'est pas un marteau, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut comprendre comment ça réagit, et puis surtout ça consomme de l'énergie. Donc quel est le grand plan et la vision en France sur ce qu'on veut faire en santé? Je pense que c'est essentiel de miser sur détecter de façon précoce des maladies et avoir une meilleure prévention pour tout le monde. Maintenant, comment on organise ça? Et comment on fait que les données s'en vont pas n'importe où, qu'on n'est pas hacké tous les 2 minutes? Donc j'entends que des scandales comme ça, moi. Et le scandale premier, c'est que ça paraît être pas un sujet prioritaire. Et quelle est la bonne manière, parce que je me permets quand même de réagir. Je pense qu'avec Ella, on est suffisamment, on travaille suffisamment là-dessus en lien avec. C'est pas vous qui. Non, mais on se permet de réagir parce que justement, on a conscience de ces difficultés. Je pense que tout le monde l'a. Il y a une vraie volonté politique, au contraire, de prendre ces sujets à bras le corps et d'avoir un plan pour permettre justement d'anticiper ces difficultés. Vous l'avez dit. Simplement, ce que je tiens aussi à dire, c'est que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle se déploie au niveau mondial, et donc ce serait, je pense, une lutte un peu contre-productive, ou en tout cas il faut l'accompagner, il faut sécuriser, il ne faut pas non plus faire peur inutilement, et je pense que voilà, on est tous mobilisés au sein de l'État, pas seul évidemment. Je peux placer un mot là. Bien sûr. Bon, je pense qu'en fait, il faut absolument avoir des scientifiques pour accompagner. On peut pas être juste sur les impacts. C'est le cas. Et il faut qu'on déploie nos propres outils. Ce qu'on commence à montrer, nous, c'est qu'avec des outils spécifiques sur des tâches spécifiques, on est meilleur que ces foutus gros machins qui coûtent beaucoup d'argent à mettre en œuvre. Donc il faut faire des LLM, donc il faut avoir des structures pour de calcul. Il faut donner suffisamment d'importance à ces sujets sans faire confiance à Microsoft, Mistral AI ou tous
tutti quanti. Je pense qu'on a des leaders en IA, on a une capacité de développer ça. Ça ne demande pas les moyens faramineux qu'on vous donne. On vous donne, c'est de la poudre aux yeux tout ça. On veut englober toutes les données qui existent au monde. À quoi ça va être utile pour la détection du cancer ou d'autres choses. Donc c'est des domaines sur lesquels on a des données en santé. Qu'est-ce qu'on fait à utiliser ces outils qui viennent des États-Unis? Je ne comprends pas. Oui, je pense que là-dessus, on est. D'abord, on partage, je pense, la même passion. Je vais y aller. Ça arrive. Donc, en gros, pour moi, on fait principalement deux choses aujourd'hui. D'abord, on essaye de faire émerger un écosystème industriel qui soit français. On fait en sorte que là, on mette à disposition des données de manière massive pour que ces acteurs puissent développer des algorithmes. On fait en sorte, notamment dans le cadre de la stratégie France 2030, de financer massivement des acteurs qui nous permettent de développer des solutions à l'échelle française et européenne. On a participé notamment aux négociations dans le cadre du règlement IA Act ou la EHDS sur les données de santé, qui vise justement à trouver ce juste équilibre entre je veux faire en sorte qu'à l'échelle européenne, on développe une forme d'autonomie stratégique avec des solutions européennes qui traitent sur des données de citoyens européens pour justement que ces usages-là, ils nous soient adaptés et utiles dans le contexte de nos sociétés, avec le système de valeurs aussi qui est les nôtres, le principe de transparence, de garantie humaine, et ça, c'est vraiment inédit d'avoir eu cette initiative à l'échelle du continent et des 27 États membres de commencer à poser une régulation et une vision de comment est-ce qu'on veut bénéficier des usages de l'intelligence artificielle. Ça, c'est la vision macro. Et ensuite, sur le terrain, très concrètement, on finance des établissements de santé qui développent justement les algorithmes d'intelligence artificielle à l'échelle de l'équipe universitaire, soignante et de recherche dans les établissements. Je vous donne un exemple. On a mis en place un réseau qu'on appelle les tiers-lieux d'expérimentation où, concrètement, on leur donne les moyens de financer des postes de recherche, de développement qui exploitent des données. Typiquement, il y a 2 mois, j'étais au CHU de Montpellier. C'est exactement ce qu'ils font avec un réseau de supercalculateurs qui est régional pour faire en sorte que, justement, en gros, il faut se dire, le numérique, c'est un écosystème, l'IA, c'est un écosystème. Il y a les gros baobabs américains avec leurs gros trucs de Microsoft, Mistral AI, etc., etc. Mais en fait, les usages du quotidien, comme on a pu le dire, c'est aussi des choses dans les équipes au niveau d'un hôpital qui peuvent développer elles-mêmes, que ce soit des solutions de type LLM ou autres d'ailleurs, sur de la reconnaissance d'image ou quoi que ce soit, et qui leur permettent de ainsi développer une IA qui nous ressemble, qui est faite par les gens qui vont l'utiliser demain. Et comment concrètement on peut accompagner, parce que vous soulignez par exemple qu'en radiologie, l'utilisation de l'IA, même si ça marche très bien par exemple au niveau dans les papiers de recherche, quand c'est appliqué, pour avoir parlé à certains radiologues, ils disent que parfois ça rajoute du stress parce qu'effectivement ils doivent se fier, ils ont leur propre diagnostic, ensuite c'est la machine qui fait son diagnostic, il y a un temps d'attente pour le patient. Et voilà, est-ce qu'on pourrait mettre en place des sortes de chartes d'utilisation de ces outils? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en fait pour que ce soit... C'est pas des chartes qu'il faut mettre en œuvre, parce que ça, il y en a plein. C'est des teams, des équipes qui sont pluridisciplinaires et qui vont travailler sur le terrain. Et il faut trouver collectivement en fait créer des communs, des plateformes où on partage en fait ces informations. Donc je pense qu'on a besoin d'être beaucoup plus visionnaire dans notre façon de travailler avec ces systèmes. Ces systèmes, ils sont tout sauf neutres, ils sont tout sauf comme nous, d'accord, ça n'a rien à voir. Et par contre, on peut en tirer des bénéfices et ça fait des erreurs partout. Donc ces erreurs, il faut arriver à les traquer. Et il ne faudrait pas que demain, l'humain soit obligé de suivre les machines avant de décider, Donc on travaille, nous, sur la rationalité. Qu'est-ce que l'émergence dans ces systèmes et les élucidations, comment on peut mieux les décrire d'une point de vue topologique dans la machine. Et puis, qu'est-ce que nous, notre rationalité par rapport à ce que la machine propose. Et tout ce que j'entends venant des OpenAI, etc., c'est la machine est super intelligente, tout ce qui nous met un peu comme le lapin dans les phares de la voiture, On ne va rien faire. Donc c'est urgent pour moi que, au niveau du gouvernement, il y ait aussi l'idée qu'il faut donner confiance aux gens quand ils utilisent ces systèmes, et c'est pas la machine qui va faire qu'on ait confiance en elle. C'est l'humain qui doit être acculturé pour, lui, avoir confiance dans la décision qu'il va prendre en étant accompagné par ses collègues, par les productions de la machine.
Je pense que là-dessus, il y a un vrai point, c'est notamment dans l'image qu'on donne au travers des médias de ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on entend parfois ce discours de fond un petit peu techno-solutionniste, du genre la machine, elle va être meilleure que machin, etc., etc. Et vraiment, nous, là, dans l'esprit de ce qu'on essaie de construire, notamment au travers du développement des usages de l'intelligence artificielle appliqués à la santé, c'est de se dire, là, c'est l'équipe soignante qui, en fait, choisit. Elle choisit quoi ? Ce qu'on appelle dispositifs médicaux qui peuvent intégrer de l'intelligence artificielle. Et là, on met en place un système d'évaluation de ces intelligences artificielles pour s'assurer que, on ait bien mis en place des enjeux qu'on appelle de garantie humaine. Grosso modo, l'algo, il est justement pas black box et quelqu'un peut aller vérifier ce qu'il y a dedans. 2, qu'il est au service du soignant, c'est-à-dire dans la responsabilité d'une décision médicale qui est prise sur la base d'un dispositif médical qui inclut de l'intelligence artificielle. C'est bien le médecin qui est responsable de la décision. Il doit donc développer un esprit critique sur la base des résultats que lui propose l'intelligence artificielle. Et c'est là tout l'enjeu de la formation. C'est pour ça que j'ai commencé par ce point-là, parce qu'il est important qu'on développe un esprit critique de ce que nous ressortent ces machines, et pas d'une vision de « ah, c'est génial, la machine a dit, et donc go, on y va ». Et puis enfin, il faut qu'on soit en capacité de développer, je reviens un petit peu sur ce truc, mais des algos qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui s'appuient sur des données en gros, nos citoyens, nos systèmes de soins, nos organisations de soins, mais aussi qui soient développés par des équipes qui soient, entre guillemets, dans le cadre de valeurs de nos sociétés et pas des solutions américaines. Pourquoi vous voulez donner des valeurs à ces machines ? C'est de la stat. Un cadre de valeurs dans l'usage de ces machines, pas les machines. C'est pas du tout des valeurs, bon, mais il faut faire attention aux dimensions éthiques, c'est ça que vous voulez dire ? D'accord. Voilà, c'est bon. Ouf. Non, mais il faut discuter. Peut-être pour conclure, qu'est-ce qui peut être fait aussi, parce qu'on a parlé donc des praticiens, comment ils devaient, vous les former à inclure ces nouvelles technologies. Au niveau des patients, qu'est-ce qui peut être fait pour aussi, parce que ça va être des outils qu'on va peut-être utiliser de côté patient. Par exemple, vous me parliez d'applications qui permettent de suivre certaines maladies chroniques pour envoyer des alertes, par exemple, quand il y a des symptômes qui apparaissent. Donc du coup, sur l'accompagnement des patients sur ces technologies, comment est-ce qu'il faut aussi pas des formations, mais un discours un peu rassurant En fait, là, en l'occurrence, je pense que vous faites référence à de la télésurveillance. C'est pas nécessairement accompagné d'intelligence artificielle. Là, ça peut être vraiment des algorithmes très basiques en fonction des parcours de soins des personnes, de leurs symptômes. On peut leur envoyer effectivement des alertes qui permettent de personnaliser le parcours d'une personne diabétique, insuffisance rénale ou cardiaque, quelle que soit vraiment la pathologie, en l'occurrence chronique. En fait, du côté des citoyens, nous, on observe assez régulièrement quelles sont leurs appétences, leurs attentes et leurs inquiétudes. Et je pense qu'il y a des vrais enjeux de réassurance en termes de la manière dont les services leur sont présentés et mis entre leurs mains. Et il y a surtout une énorme confiance lorsque ces dispositifs médicaux, ces produits, sont prescrits par des médecins. Au même titre qu'on prescrit une boîte de médicaments, si on prescrit, qu'on recommande l'usage d'un service numérique qui intègre de l'intelligence artificielle, il faut avoir cette confiance-là. Et c'est pour ça qu'on passe vraiment par le biais des soignants, des professionnels de santé avant tout, parce que c'est aussi comme ça qu'on pourra faire en sorte que les produits utilisés et mis entre les mains des patients soient des produits de confiance. Merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde. Merci.